Le champ scientifique. Article de Pierre Bourdieu. Publié dans Actes de la recherche en sciences sociales, volume 2, numéro 2-3, juin 1976. La production de l'idéologie dominante. Page 88 à 104. Résumé. Le champ scientifique, univers apparemment pur et désintéressé de la science, est un champ social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies, ses intérêts et ses profits. Espace de jeu qui a pour enjeu spécifique la lutte contre le monopole de l'autorité scientifique, prestige, reconnaissance, célébrité, etc. Le champ scientifique doit l'essentiel de ses caractéristiques au fait que les producteurs tendent à n'avoir aucun client autre que leurs concurrents directs, qui sont de ce fait les moins enclins à accorder sans discussion ni examen une valeur scientifique aux produits offerts. La lutte dans laquelle le chacun des agents doit s'engager pour imposer la valeur de ses produits a toujours pour enjeu le pouvoir d'imposer la définition de la science la plus conforme à ses intérêts particuliers. La définition de l'enjeu de la lutte scientifique faisant partie des enjeux de la lutte scientifique. Et la forme que prend cette lutte pour la légitimité scientifique dépend de la structure de la distribution du capital spécifique de reconnaissance scientifique entre participants à la lutte. L'histoire des sciences tend à montrer que, à mesure que les ressources scientifiques accumulées s'accroissent, la compétition scientifique tend à revêtir la forme d'innombrables petites révolutions permanentes, plutôt que celle de grandes révolutions périodiques. Ayant essayé de décrire ailleurs la logique du fonctionnement des champs de production symboliques, champs intellectuels et artistiques, champs religieux, champs de la haute couture, etc., on voudrait déterminer ici comment ces lois se spécifient dans le cas particulier du champ scientifique. Plus précisément, à quelles conditions, c'est-à-dire dans quelles conditions sociales, des mécanismes génériques, comme ceux qui régissent en touchant l'acceptation ou l'élimination des nouveaux entrants, ou la concurrence entre les différents producteurs, peuvent déterminer l'apparition de ces produits sociaux relativement indépendants dans leurs conditions sociales de production. Que sont les vérités scientifiques ? Cela, au nom de la conviction elle-même issue d'une histoire, que c'est dans l'histoire qu'il faut chercher la raison du progrès paradoxal, d'une raison de part en part historique et pourtant irréductible à l'histoire. La sociologie de la science repose sur le postulat que la vérité du produit, s'agirait-il de ce produit très particulier qu'est la vérité scientifique, réside dans une espèce particulière de conditions sociales de production, c'est-à-dire, plus précisément, dans un état déterminé de la structure et du fonctionnement du champ scientifique. L'univers pur de la science, la plus pure, est un champ social comme un autre, avec ses rapports de force et ses monopoles, ses luttes et ses stratégies, ses intérêts et ses profits, mais où tous ces invariants revêtent des formes spécifiques. La lutte pour le monopole de la compétence scientifique. Le champ scientifique, comme système des relations objectives entre les positions acquises dans les luttes antérieures, est le lieu, c'est-à-dire l'espace de jeu d'une lutte de concurrence qui a pour enjeu spécifique le monopole de l'autorité scientifique, inséparablement défini comme capacité technique et comme pouvoir social, ou si l'on préfère, le monopole de la compétence scientifique, entendu au sens de capacité de parler et d'agir légitimement, c'est-à-dire de manière autorisée et avec autorité, en matière de science qui est socialement reconnue à un agent déterminé. Deux remarques rapides pour écarter des malentendus possibles. Premièrement, il faut se garder de réduire les relations objectives qui sont constitutives du champ à l'ensemble des interactions au sens de l'interactionnisme, c'est-à-dire à l'ensemble des stratégies qu'en réalité il détermine, comme on le verra plus loin. C.F. Bourdieu, une interprétation de la sociologie religieuse de Max Weber, Archives européennes de la sociologie. D'autre part, il faudra préciser ce que veut dire socialement reconnu. On verra que le groupe qui accorde cette reconnaissance tend toujours davantage à se réduire à l'ensemble des savants, c'est-à-dire des concurrents, à mesure que s'accroissent les ressources scientifiques accumulées et, corrélativement, l'autonomie du champ. Dire que le champ est un lieu de lutte, ce n'est pas seulement rompre avec l'image irénique de la communauté scientifique, telle que l'a décrit la géographie scientifique, et souvent, après elle, la sociologie de la science, c'est-à-dire avec l'idée d'une sorte de règne des fins qui ne connaîtrait pas d'autre loi que celle de la concurrence pure et parfaite des idées, infailliblement tranchée par la force intrinsèque de l'idée vraie. C'est aussi rappeler que le fonctionnement même du champ scientifique produit et suppose une forme spécifique d'intérêt. Les pratiques scientifiques n'apparaissent comme désintéressées que par référence des intérêts différents, produits et exigés par d'autres champs.
En parlant d'intérêt scientifique et d'autorité, ou de compétences scientifiques, on entend écarter d'emblée des distinctions qui hantent, à l'état implicite, les discussions de la science. Ainsi, essayer de dissocier de la compétence ou d'autorité scientifique ce qui serait pure représentation sociale, pouvoir symbolique, marqué par tout un appareil, au sens de Pascal, d'emblèmes et de signes, et ce qui serait pure capacité technique, c'est tomber dans le piège constitutif de toute compétence, raison sociale, qui se légitime en se présentant comme pure raison technique, comme on voit par exemple dans les usages technocratiques de la notion de compétence. Note. Le conflit que rapporte Sapolsky entre les participants de la fluoridation, c'est-à-dire entre les détenteurs de l'autorité officielle, health officials, qui s'estiment seuls compétents en matière de santé publique, et les adversaires de cette innovation, parmi lesquels on compte beaucoup de scientifiques, mais qui, aux yeux des officiels, outrepassent entre guillemets les limites de leur domaine propre de compétence, permettent de percevoir clairement la vérité sociale de la compétence, comme parole autorisée et parole d'autorité, qui est l'enjeu d'une lutte entre les groupes. C.F. Sapolsky, publié dans Science en 1968. Le problème de la compétence ne se pose jamais avec autant d'acuité et de clarté que dans les relations avec les profanes. C.F. Barnes, On the Reception of Scientific Beliefs, publié dans Sociology of Science en 1972. Et Carrière scientifique morale, scientifique et vulgarisation, article publié dans Informations sur les sciences sociales en 1970. Fin de note. En fait, l'appareil auguste dont sont entourés ceux que l'on appelait les capacités au siècle dernier, et aujourd'hui les compétences, robe rouge et hermine, soutane et bonnet carré des magistrats et de docteurs en un autre temps, titres scolaires et distinctions scientifiques des chercheurs aujourd'hui, toute cette montre si authentique, comme disait Pascal, cette fiction sociale qui n'a rien de fictif socialement, modifie la perception sociale de la capacité proprement technique. C'est ainsi que les jugements sur les capacités scientifiques d'un étudiant ou d'un chercheur sont toujours contaminés à tous les niveaux du cursus par la connaissance de la position qu'il occupe dans les hiérarchies instituées, celle des grandes écoles en France et celle des universités, par exemple aux États-Unis. Du fait que les pratiques sont orientées vers l'acquisition de l'autorité scientifique, prestige, reconnaissance, célébrité, etc., enjeu intrinsèquement double, que l'on appelle communément l'intérêt, pour une activité scientifique, une discipline, un secteur de cette discipline, une méthode, etc., est toujours à double face, et de même les stratégies qui tendent à assurer la satisfaction de cet intérêt. Une analyse qui essaierait d'isoler une dimension purement politique dans les conflits pour la domination du champ scientifique serait aussi radicalement fausse que le parti pris inverse, plus fréquent, de ne retenir que les déterminations pures et purement intellectuelles des conflits scientifiques. Par exemple, la lutte qui oppose aujourd'hui les spécialistes pour l'obtention de crédits et d'instruments de recherche ne se réduit jamais à une simple lutte pour le pouvoir proprement politique. Ceux qui se portent à la tête des grandes bureaucraties scientifiques ne peuvent imposer leur victoire comme une victoire de la science, que s'ils se montrent capables d'imposer une définition de la science impliquant que la bonne manière de faire la science suppose l'utilisation des services d'une grande bureaucratie scientifique, pourvue de crédits, d'équipements techniques puissants, d'une main-d'œuvre abondante, et il constitue en méthodologie universelle et éternelle les procédures de l'enquête par sondage auprès de vastes échantillons, les opérations de l'analyse statistique des données et de la formalisation des résultats, instaurant ainsi en mesure de toute pratique scientifique l'étalon le plus favorable à leur capacité personnelle et institutionnelle. Réciproquement, les conflits épistémologiques sont toujours, inséparablement, des conflits politiques. C'est ainsi qu'une enquête sur le pouvoir dans le champ scientifique pourrait parfaitement ne comporter que des questions d'allure épistémologique. Il découle d'une définition rigoureuse du champ scientifique, comme espace objectif d'un jeu où se trouvent engagés des enjeux scientifiques, qu'il est vain de distinguer entre des déterminations proprement scientifiques et des déterminations proprement sociales, de pratiques essentiellement surdéterminées. Il faut citer la description de Fred Reif, qui fait voir, presque malgré lui, combien est artificielle, voire impossible, la distinction de l'intérêt intrinsèque de l'intérêt extrinsèque, de ce qui est important pour un chercheur déterminé et de ce qui est important pour les autres chercheurs. Entre guillemets, un scientifique cherche à faire les recherches qu'il considère comme importantes, mais la satisfaction intrinsèque et l'intérêt ne sont pas ses seules motivations. Ceci apparaît clairement lorsqu'on observe ce qui se passe lorsqu'un chercheur découvre la publication par une autre personne d'un résultat qu'il était sur le point d'atteindre. Il s'en trouve presque toujours bouleversé, bien que l'intérêt intrinsèque de son travail n'en soit nullement affecté. C'est que son travail
ne doit pas seulement être intéressant pour lui, mais qu'il doit aussi être important pour les autres. Fermez les guillemets. Reif, The Competitive World of the Pure Scientist, publié dans Science en 1961. C'est ce qui a des chances d'être reconnu comme important et intéressant par les autres, donc de faire apparaître celui qui le produit comme important et intéressant aux yeux des autres. Il faudra examiner à nouveau cette dialectique et les conditions dans lesquelles elle fonctionne au profit de la cumulativité scientifique, et non comme un simple cercle de légitimation mutuelle. Sous peine de revenir à la philosophie idéaliste qui accorde à la science le pouvoir de se développer selon sa logique immanente, comme le fait encore Kuhn lorsqu'il suggère que les révolutions scientifiques ne surviennent qu'à la suite de l'épuisement des paradigmes. Il faut supposer que les investissements s'organisent par référent à une anticipation, consciente ou inconsciente, des chances moyennes de profit. Il faut supposer que les investissements s'organisent par référence à une anticipation, consciente ou inconsciente, des chances moyennes de profit, qui se spécifient encore en fonction du capital détenu. C'est ainsi que la tendance des chercheurs à se concentrer sur les problèmes considérés comme les plus importants, par exemple parce qu'ils ont été constitués comme tels par des producteurs dotés d'un haut degré de légitimité, s'explique par le fait qu'un apport ou une découverte concernant ces questions est de nature à apporter un profit symbolique plus important. La compétition intense, qui se trouve aussi déclenchée, a toutes les chances de déterminer une baisse des taux moyens de profit matériel et ou symbolique, et par là, le départ d'une fraction des chercheurs vers d'autres objets moins prestigieux, mais autour desquels la compétition est moins forte, donc propre à offrir des profits au moins aussi importants. Note. C'est dans la même logique qu'il faut comprendre les transferts de capital d'un champ déterminé dans un champ socialement inférieur, où une compétition moins intense promet des chances de profit plus élevées aux détenteurs d'un capital scientifique déterminé. La distinction que fait Merton, parlant des sciences sociales, entre des conflits sociaux portant sur l'allocation des ressources intellectuelles entre différentes sortes de travail sociologique ou sur le rôle qu'il convient aux sociologues, et des conflits intellectuels, opposition d'idées sociologiques strictement formulées, Merton, The Sociology of Science, 1973, page 55, constitue elle-même une stratégie à la fois sociale et intellectuelle qui tend à imposer une délimitation du champ des objets de discussion légitimes. On aura en effet reconnu dans cette distinction une de ces stratégies par lesquelles la sociologie américaine officielle tend à s'assurer la respectabilité académique et imposer une délimitation du scientifique et du non-scientifique propre à interdire comme manquement à la bienséance scientifique toute interrogation de nature à mettre en question les fondements de sa respectabilité. Note. Soit parmi les innombrables expressions de ce credo neutraliste, celle-ci particulièrement typique, entre guillemets. En tant que professionnels, comme universitaires ou comme praticiens, les sociologues se considèrent essentiellement comme capables de séparer, au nom du sens de leur responsabilité sociale, leur idéologie personnelle de leur rôle professionnel, dans leur rapport avec leurs clients, leur public et leurs pairs. Il est clair que c'est là le résultat le plus accompli de l'application du concept de professionnalisation à la sociologie, particulièrement dans la période d'activisme universitaire qui commence en 1965. Bain Davis, 1972. Dès l'organisation initiale de la sociologie comme discipline, beaucoup de sociologues ont eu des idéologies personnelles très intenses qui les poussaient à chercher à mettre leurs connaissances au service du changement social, alors qu'en tant qu'universitaires, ils devaient affronter le problème des normes qui s'imposent à l'enseignant et aux chercheurs. Fermez les guillemets. Une science authentique de la science ne peut se constituer qu'à condition de récuser radicalement l'opposition abstraite qui se retrouve aussi ailleurs, en histoire de l'art par exemple, entre une analyse immanente ou interne qui incomberait en propre à l'épistémologie et qui restituerait la logique selon laquelle la science engendre ses propres problèmes, et une analyse externe qui rapporte ces problèmes à leurs conditions sociales d'apparition. C'est le champ scientifique qui, en tant que lieu d'une lutte politique pour la domination scientifique, assigne à chaque chercheur, en fonction de la position qu'il occupe, ses problèmes indissociablement politiques et scientifiques, et ses méthodes, stratégies scientifiques qui, du fait qu'elles se définissent expressément ou objectivement par référence au système des positions politiques et scientifiques constitutives du champ scientifique, sont en même temps des stratégies politiques. Il n'est pas de choix scientifique, choix du domaine de recherche, choix des méthodes employées, choix du lieu de publication, choix que décrit Axstrom, The Scientific Community, publié en 1965, page 100.
de la publication rapide de résultats partiellement vérifiés ou de la publication tardive de résultats pleinement contrôlés, qui ne soit, par un de ces aspects, le moins avoué et le moins avouable évidemment, une stratégie politique de placement au moins objectivement orientée vers la maximisation du profit proprement scientifique, c'est-à-dire de la reconnaissance susceptible d'être obtenue des pairs concurrents. L'accumulation du capital scientifique. La lutte pour l'autorité scientifique, espèce particulière de capital social qui assure un pouvoir sur les mécanismes constitutifs du champ et qui peut être reconverti en d'autres espèces de capital, doit l'essentiel de ses caractéristiques au fait que les producteurs tendent, d'autant plus que le champ est plus autonome, à n'avoir d'autres clients possibles que leurs concurrents. Cela signifie que dans un champ scientifique fortement autonome, un producteur particulier ne peut attendre la reconnaissance de la valeur de ses produits, réputation, prestige, autorité, compétences, etc., que d'autres producteurs qui, étant aussi ses concurrents, sont les moins enclins à la lui accorder sans discussion ni examen. D'abord en fait, seuls des savants engagés dans le même jeu ont les moyens de s'approprier symboliquement l'œuvre scientifique et d'en évaluer les mérites. Et aussi en droit, celui qui fait appel à une autorité extérieure, au champ, ne peut s'attirer que le discrédit. Note. Fred Reif rappelle que ceux qui, par souci de voir leur travail publié le plus rapidement possible, recourent à la presse quotidienne des découvertes importantes en physique, ont pu ainsi être annoncés dans le New York Times, s'attirent la réprobation de leurs pairs concurrents, au nom de la distinction entre publication et publicité, qui commande aussi les attitudes à l'égard de certaines formes de vulgarisation, toujours suspectes de n'être que des formes euphémisées d'autodivulgation. Il suffira de citer les commentaires de l'éditeur du journal officiel des physiciens américains. Ouvrez les guillemets. Par courtoisie, à l'égard de leurs collègues, les auteurs ont l'habitude d'empêcher toute forme de divulgation publique de leurs articles, avant que ceux-ci n'aient paru dans la revue scientifique. Les découvertes scientifiques ne sont pas de la matière à sensation pour les journaux, et tous les moyens de communication de masse doivent pouvoir avoir accès simultanément à l'information. Dorénavant, nous rejetterons donc les articles dont le contenu aura déjà été publié dans la presse quotidienne. Fermez les guillemets. Tout à fait semblable en cela à un champ artistique fortement autonome, le champ scientifique doit, entre autres choses, sa spécificité au fait que les concurrents ne peuvent pas se contenter de se distinguer de leurs devanciers, mais sont contraints, sous peine d'être dépassés et déclassés, d'intégrer leurs acquis dans la construction distincte et distinctive qui les dépasse. La lutte dans laquelle chacun des agents doit s'engager pour imposer la valeur de ses produits et sa propre autorité de producteur légitime a toujours en fait pour enjeu le pouvoir d'imposer la définition de la science, c'est-à-dire la délimitation du champ des problèmes, des méthodes et des théories qui peuvent être considérées comme scientifiques, la plus conforme à ses intérêts spécifiques, c'est-à-dire la mieux faite pour lui permettre d'occuper, en toute légitimité, la position dominante en assurant la position la plus haute dans la hiérarchie des valeurs scientifiques, aux capacités scientifiques dont il est le détenteur à titre personnel ou institutionnel, par exemple en tant que détenteur d'une espèce déterminée de capital culturel, en tant qu'ancien élève d'une institution d'enseignement particulière, en tant que membre d'une institution scientifique déterminée, etc. Note. Il y a, à chaque moment, une hiérarchie sociale des champs scientifiques, les disciplines qui orientent fortement les pratiques et tout particulièrement les choix de vocation, et à l'intérieur de chacun d'eux, une hiérarchie sociale des objets et des méthodes de traitement. Sur ce point, voir Bourdieu, Méthode scientifique et hiérarchie sociale des objets, article publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1975. Les autoréférences, très nombreuses dans ce texte, ont une fonction strictement sténographique. C'est ainsi que les débats sur la propriété des découvertes opposent en plus d'un cas celui qui a découvert le phénomène inconnu sous la forme, souvent d'une simple anomalie, d'un raté des théories existantes, et celui qui en a fait un fait scientifique, nouveau, en l'insérant dans une construction théorique qui est irréductible aux simples données brutes. Ces discussions politiques sur le droit de propriété scientifique, qui sont en même temps des débats scientifiques sur le sens de ce qui est découvert et des discussions épistémologiques sur la nature de la découverte scientifique, opposent en réalité, à travers ces protagonistes particuliers, deux principes de hiérarchisation des pratiques scientifiques, l'un qui confère la primauté à l'observation et à l'expérimentation, donc aux dispositions et aux capacités correspondantes, l'autre qui privilégie la théorie et les intérêts scientifiques corrélatifs, débat qui n'a jamais cessé d'occuper le centre de la réflexion épistémologique.
Ainsi, la définition de l'enjeu de la lutte scientifique fait partie des enjeux de la lutte scientifique, et les dominants sont ceux qui parviennent à imposer la définition de la science, selon laquelle la réalisation la plus accomplie de la science consiste à avoir, être et faire ce qu'ils ont, sont ou font. C'est dire en passant que la comice doctorum opinio, comme disait la scolastique, n'est jamais qu'une fiction officielle, qui n'a rien de fictif parce que l'efficacité symbolique que lui confère sa légitimité lui permet de remplir une fonction semblable à celle que l'idéologie libérale fait jouer à la notion d'opinion publique. La science officielle n'est pas ce qu'en fait le plus souvent la sociologie de la science, c'est-à-dire le système des normes et des valeurs que la communauté scientifique, groupe indifférencié, imposerait et inculquerait à tous ses membres, l'anatomie révolutionnaire ne pouvant s'imputer à des ratés de la socialisation scientifique. Note. Comme la philosophie sociale d'inspiration durkheimienne, qui décrit le conflit social dans le langage de la marginalité, de la déviance ou de l'anatomie, cette philosophie de la science tend à réduire les relations de compétition entre dominants et dominés, aux relations entre un centre et une périphérie, retrouvant la métaphore émanatiste, chère à Albax, de la distance au foyer des valeurs centrales. Cf. par exemple J. Ben David, The Scientific Role in Society, publié en 1971, et l'article de E. Shields, Center and Periphery, publié dans The Logic of Personal Knowledge, Essays Presented to Michael Polanyi on His 70th Birthday, publié en 1961. Cette vision durkheimienne du champ scientifique pourrait n'être que la transfiguration de la représentation de l'univers scientifique que les tenants de l'ordre scientifique ont intérêt à imposer, et d'abord à leurs concurrents. On n'en finirait pas de recenser les exemples de ce fonctionnalisme, même chez un auteur qui, comme Kuhn, fait place au conflit dans sa théorie de l'évolution scientifique. Ouvrez les guillemets. Une communauté de spécialistes des sciences fera toujours de son mieux pour assurer la progression de l'accumulation des données qu'elle peut utiliser avec précision et dans le détail. Fermez les guillemets. Kuhn, The Structure of Scientific Revolution. Article publié dans The University of Chicago Press en 1962. Parce que la fonction, au sens de fonctionnalisme de l'école américaine, n'est autre chose que l'intérêt des dominants, d'un champ déterminé ou du champ de la lutte des classes, la classe dominante, c'est-à-dire l'intérêt que les dominants ont à la perpétuation d'un système conforme à leurs intérêts, ou la fonction que le système remplit pour cette classe particulière d'agents. Il suffit de passer sous silence les intérêts, c'est-à-dire les fonctions différentielles, en faisant de la communauté scientifique le sujet de pratique pour tomber dans le fonctionnalisme. Et c'est bien parce que la définition de l'enjeu de la lutte est un enjeu de lutte, même dans des sciences comme les mathématiques, où le consensus apparent sur les enjeux est très élevé, que l'on se heurte sans cesse aux antinomies de légitimité. L'intérêt passionné que les chercheurs en sciences sociales portent aux sciences de la nature ne se comprendrait pas autrement. C'est la définition des principes d'évaluation de leur propre pratique qui est en jeu dans les prétentions d'imposer, au nom de l'épistémologie ou de la sociologie de la science, la définition légitime de la forme la plus légitime de la science, c'est-à-dire la science de la nature. Dans les champs scientifiques, comme dans les champs des rapports de classe, il n'existe pas d'instances à légitimer, les instances de légitimité. Les revendications de légitimité tiennent leur légitimité de la force relative des groupes dont elles expriment les intérêts. Dans la mesure où la définition même des critères de jugement et des principes de hiérarchisation est l'enjeu d'une lutte, personne n'est bon juge, parce qu'il n'est pas de juge qui ne soit juge et partie. On voit la naïveté de la technique des juges, à laquelle la tradition sociologique a très communément recours, pour définir les hiérarchies caractéristiques d'un champ déterminé, hiérarchie des agents ou des institutions. Les universités aux États-Unis, hiérarchie des problèmes, des domaines et des méthodes. Hiérarchie des problèmes, des domaines ou des méthodes. Hiérarchie des champs eux-mêmes, etc. C'est la même philosophie naïve de l'objectivité qui inspire le recours à des experts internationaux, comme si les positions d'observateurs étrangers pouvaient les mettre à l'abri des partis pris et des prises de parti à un moment où l'économie des échanges idéologiques connaît tant de sociétés multinationales, et comme si leurs analyses scientifiques de l'état de la science pouvaient être autre chose que la justification scientifiquement masquée de l'état particulier de la science ou des institutions scientifiques avec lesquelles ils ont partie liée. On verra plus loin que la sociologie de la science échappe très rarement à cette stratégie de l'expertise, comme imposition de légitimité préparant une conquête de marché. Note. Derrière les problématiques d'experts sur la valeur relative des régimes universitaires se cache inévitablement la question des conditions optimales pour le développement de la science et par là de meilleurs régimes politiques.
les sociologues américains ayant tendance à faire de la démocratie libérale, à la manière américaine, la condition de la démocratie scientifique. CF, par exemple, R.K. Merton, Science and Technology in a Democratic Order, publié dans Journal of Legal and Political Sociology en 1942, republié dans Social Theory and Social Structures, sous le titre Science and Democratic Social Structure, puis B. Barber, Science and the Social Order, publié en 1952. L'autorité scientifique est donc une espèce particulière de capital qui peut être accumulé, transmis et même reconverti en d'autres espèces sous certaines conditions. On peut emprunter à Fred Reif la description du processus d'accumulation du capital scientifique et des formes que prend sa reconversion. Cela dans le cas particulier du champ de la physique contemporaine, où la possession d'un capital scientifique tend à favoriser l'acquisition du capital supplémentaire et où la carrière scientifique réussie se présente de ce fait comme un processus continu d'accumulation dans lequel le capital initial, représenté par le titre scolaire, joue un rôle déterminant. Ouvrez les guillemets, dès la high school, le futur homme de science a conscience du rôle de la compétition et du prestige de sa réussite future. Il doit s'efforcer d'obtenir les meilleures notes, être admis au college et plus tard à la graduate school. Il se rend compte que le passage par un college réputé est d'une importance décisive pour lui. Enfin, il doit gagner l'estime de ses professeurs pour s'assurer les lettres de reconnaissance qui l'aideront à entrer au college et à obtenir les bourses et les prix. Quand il en sera à chercher un emploi, il sera en bien meilleure position s'il vient d'une institution connue et s'il a travaillé avec un chercheur renommé. En tout cas, il est essentiel pour lui que dans le monde, des hommes de premier rang acceptent d'apporter des commentaires favorables sur son travail. L'accès à des niveaux universitaires plus élevés est soumis aux mêmes critères. L'université exige à nouveau des lettres de recommandation établies par des savants de l'extérieur et peut parfois susciter la formation d'un comité d'examen avant de prendre la décision de promouvoir quelqu'un à ce poste de professeur titulaire. Fermez les guillemets. Ce processus se poursuit avec l'accès aux postes administratifs, aux commissions gouvernementales, etc. Et le chercheur dépend aussi de sa réputation auprès de ses collègues pour obtenir des fonds de recherche, pour attirer des étudiants de qualité, pour s'assurer des grants et des bourses, des invitations et des consultations, des distinctions. Par exemple, prix Nobel, National Academy of Science. La reconnaissance socialement marquée et garantie par tout un ensemble de signes spécifiques de consécration que le groupe des pairs concurrents accorde à chacun de ses membres est fonction de la valeur distinctive de ses produits et de l'originalité, au sens de la théorie de l'information, collectivement reconnue à la contribution qu'il apporte aux ressources scientifiques déjà accumulées. Le fait que le capital d'autorité procuré par la découverte soit monopolisé par le premier à l'avoir faite, ou du moins à l'avoir fait connaître et reconnaître, explique l'importance et la fréquence des questions de priorité. S'il arrive que plusieurs noms soient attachés à la première découverte, le prestige attribué à chacun d'eux s'en trouve diminué d'autant. Celui qui parvient à la découverte, quelques semaines ou quelques mois après un autre, a dépensé ses efforts en pure perte, ses travaux se trouvant ainsi réduits au statut de duplication sans intérêt d'un travail déjà reconnu, ce qui explique la précipitation que mettent certains à publier pour éviter d'être devancés. Note. Ainsi s'expliquent les stratégies très différentes que les chercheurs mettent en œuvre dans la diffusion des preprints et des reprints. Il serait facile de montrer que toutes les différences observées selon la discipline et l'âge des chercheurs ou l'institution à laquelle ils appartiennent peuvent être comprises à partir des fonctions très différentes que remplissent ces deux formes de communication scientifique. La première consistant à diffuser très rapidement en échappant au délai de la publication scientifique. Avantage important dans les secteurs hautement compétitifs, auprès d'un nombre restreint de lecteurs, qui sont souvent aussi les concurrents les plus compétents, des produits qui ne sont pas protégés par la publication officielle contre l'appropriation frauduleuse, mais qui sont susceptibles d'être améliorés par la circulation. La seconde consistant à divulguer plus largement, auprès de l'ensemble des collègues ou des demandeurs, des produits marqués et socialement imputés à un nom propre. CF W. Axstrom, Factors related to the use of different modes of publishing research in 4 scientific fields, publié dans Communication Among Scientists and Engineers en 1970. Le concept de visibility qu'emploient souvent les auteurs américains, il s'agit comme souvent d'une notion d'usage courant parmi les universitaires, exprime bien la valeur différentielle, distinctive de cette espèce particulière de capital social. Accumuler du capital, c'est se faire un nom propre et, pour certains, un prénom, un nom connu et reconnu,
marque qui distingue d'emblée son porteur, l'arrachant comme forme visible au fond indifférencié, inaperçu, obscur, dans lequel se perd le commun, de là sans doute l'importance des métaphores perceptives dans l'opposition entre brillant et obscur est le paradigme, dans la plupart des taxonomies scolaires. Note. De là, les difficultés que l'on rencontre dans les recherches sur les intellectuels, les savants ou les artistes, tant dans l'enquête elle-même que dans les publications des résultats. Proposer l'anonymat à des gens qui sont tout occupés à se faire un nom, c'est faire paraître la motivation principale de la participation à une enquête, voire le modèle de l'enquête littéraire ou de l'interview. Ne pas le proposer, c'est s'interdire de poser des questions indiscrètes, c'est-à-dire objectivantes et réductrices. La publication des résultats pose des problèmes équivalents, ne serait-ce que parce que l'anonymat a pour effet de rendre le discours inintelligible ou transparent selon le degré d'information des lecteurs, cela d'autant plus que, dans ce cas, nombre de propositions ne comptent qu'un élément, un nom propre. La logique de la distinction fonctionne à plein dans le cas des signatures multiples qui, en tant que telles, réduisent la valeur distinctive impartie à chacun des signataires. On peut ainsi comprendre l'ensemble des observations de Harriet A. Zuckerman, Patterns of Name Ordering Among Authors of Scientific Papers, A Study of Social Symbolism and Its Ambiguity, publié dans American Journal of Society en 1968, sur les modèles de rang de domination chez les auteurs d'articles scientifiques comme le produit de stratégies visant à minimiser la perte de valeur distinctive qui est imposée par la nécessité de la nouvelle division du travail scientifique. Ainsi, pour expliquer que les lauréats de prix Nobel ne soient pas nommés plus souvent que les autres au premier rang, comme on devrait s'y attendre, étant donné que les auteurs sont normalement nommés dans l'ordre de la valeur relative de leur contribution, il n'est pas besoin d'invoquer une morale aristocratique du noblesse oblige. Il suffit en effet de supposer que la visibilité d'un nom dans une série est fonction première de sa visibilité relative, définie par le rang qu'il occupe dans la série, et deuxièmement, de sa visibilité intrinsèque, qui résulte du fait que, déjà connu, il est plus aisément reconnu et retenu, un des mécanismes qui font que, ici aussi, le capital va au capital, pour comprendre que la tendance à abandonner à d'autres le premier rang croisse à mesure que croît le capital possédé, donc le profit symbolique automatiquement assuré à son possesseur, indépendamment du rang de domination. Note. Le problème proposé ici rend compte parfaitement, sans faire appel à aucun déterminant moral, du fait que les lauréats cèdent le premier rang plus souvent, après l'obtention du prix, et que leur contribution à la recherche couronnée soit plus visiblement marquée que la part qu'ils ont prise à leurs autres recherches collectives. Le marché des biens scientifiques a ses lois qui n'ont rien à voir avec la morale, et sous peine de faire entrer dans la science de la science, sous divers noms savants, ce que les agents appellent parfois les valeurs ou les traditions de la communauté scientifique. Il faut savoir reconnaître, pour telles, les stratégies qui, dans les univers où l'on a intérêt au désintéressement, tendent à dissimuler les stratégies. Ces stratégies du second ordre, par lesquelles on se met en règle en transfigurant la soumission aux lois, qui est la condition de la satisfaction des intérêts, en obéissance élective aux normes, permettent de cumuler les satisfactions de l'intérêt bien compris et les profits à peu près universellement promis à des actions sans autre détermination apparente que le respect pur et désintéressé de la règle. Capital scientifique et propension à investir. La structure du champ scientifique est définie à chaque moment par l'état du rapport des forces entre les protagonistes de la lutte, agents ou institutions, c'est-à-dire par la structure de la distribution du capital spécifique, résultat des luttes antérieures, qui se trouve objectivée dans des institutions et des dispositions qui commandent les stratégies et les chances objectives des différents agents ou institutions dans les luttes présentées. Il suffit ici, comme ailleurs, d'apercevoir la relation dialectique qui s'établit entre les structures et les stratégies, par l'intermédiaire des dispositions, pour faire disparaître l'antinomie de la synchronie et de la diachronie, de la structure et de l'histoire. La structure de la distribution du capital scientifique est au principe des transformations du champ scientifique par l'intermédiaire des stratégies de conservation ou de subversion de la structure que la structure elle-même produit. D'une part, la position que chaque agent singulier occupe à un moment donné du temps dans la structure du champ scientifique, est la résultante objectivée dans des institutions et incorporée dans des dispositions, de l'ensemble des stratégies antérieures de cet agent et de ses concurrents qui dépendent elles-mêmes de la structure du champ par l'intermédiaire des propriétés structurales de la position, à partir de laquelle elles sont engendrées, et d'autre part les transformations de la structure du champ sont le produit de stratégies de conservation
ou de subversion qui trouvent le principe de leur orientation et de leur efficacité dans les propriétés de la position qu'occupent ceux qui les produisent à l'intérieur de la structure du champ. Cela signifie que dans un état déterminé du champ, les investissements des chercheurs dépendent tant de leur importance, mesurable par exemple en temps consacré à la recherche, que dans la nature et en particulier dans le degré de risque assumé, de l'importance de leur capital actuel et potentiel de reconnaissance et de leur position actuelle et potentielle dans le champ, selon un processus dialectique qui s'observe dans tous les domaines de la pratique. Selon une logique maintes fois observée, les aspirations, c'est-à-dire ce qu'on en appelle communément les ambitions scientifiques, sont d'autant plus hautes que le capital de reconnaissance est plus élevé. La possession du capital, que confère dès l'origine de la carrière scientifique le système scolaire, sous la forme d'un titre rare, implique et impose, par des méditations complexes, la poursuite d'objectifs élevés qui sont socialement appelés et garantis par ce titre. Ainsi, essayer de mesurer la relation statique qui s'établit entre le prestige d'un chercheur et le prestige de ses titres scolaires d'origine, grande école ou faculté en France, université où a été décerné le doctorat pour les États-Unis, une fois contrôlés les effets de sa productivité. CF par exemple, L.L. Ergens et W.O. Axstrom, Sponsored and Contest Mobility of American Academic Scientists, publié dans Sociology of Education en 1967. C'est assumer implicitement l'hypothèse que la production et le prestige actuels sont indépendants entre eux et indépendants des titres d'origine. En fait, dans la mesure où le titre, en tant que capital scolaire, reconvertible en capital universitaire et scientifique, enferme une trajectoire probable, il commande par l'intermédiaire des aspirations raisonnables qu'il autorise tout le rapport et la carrière scientifique, le choix d'objets plus ou moins ambitieux, une productivité plus ou moins grande, etc. En sorte que l'effet du prestige des institutions ne s'exerce pas seulement de manière directe en contaminant le jugement porté sur les capacités scientifiques manifestées par la quantité et la qualité des travaux, ou même de manière indirecte par l'intermédiaire des contacts avec les maîtres les plus prestigieux que procure une haute origine scolaire, le plus souvent associée à une haute origine sociale, mais aussi par l'intermédiaire de la causalité du probable, c'est-à-dire de la vertu des aspirations qu'autorisent ou favorisent les chances objectives. On pourrait faire des observations analogues à propos des effets de l'origine sociale à titre scolaire de départ semblable. C'est ainsi par exemple que l'opposition entre les placements sûrs de la recherche intensive et spécialisée et les placements risqués de la recherche extensive qui peut conduire aux vastes synthèses théoriques, révolutionnaires ou éclectiques, ce qui, dans le cas de la physique analysée par Fred Reif, consiste à s'informer sur les développements scientifiques survenus hors des limites strictes de la spécialité au lieu de rester sur les sentiers battus d'une direction de recherche éprouvée et qui peuvent rester en pure perte ou fournir des analogies fécondes, tend à reproduire l'opposition entre les trajectoires hautes et les trajectoires basses dans le champ scolaire et dans le champ scientifique. C.F. Bourdieu, L. Boltanski et P. Maldidier. La défense du corps, publié dans Informations sur les sciences sociales. De même, pour comprendre la transformation souvent décrite des pratiques scientifiques qui accompagnent l'avancement dans la carrière scientifique, il faut rapporter les différentes stratégies scientifiques, par exemple les investissements massifs et extensifs dans la seule recherche ou les investissements modérés et intensifs dans la recherche associée, à des investissements dans l'administration scientifique, non pas évidemment à des classes d'âge, chaque champ définissant ses lois propres de vieillissement social. Note: l'analyse statistique montre par exemple que, pour l'ensemble des générations passées, l'âge de productivité scientifique maximum se situait entre 26 et 30 chez les chimistes, entre 30 et 34 chez les physiciens et les mathématiciens, entre 35 et 39 chez les bactériologistes, les géologues et les physiologistes. H.C. Lehman, Age and Achievement, publié en 1953. Mais à l'importance du capital scientifique possédé, qui, en définissant à chaque moment les chances objectives de profit, définit les stratégies raisonnables d'investissement et de désinvestissement. Rien n'est plus artificiel, on le voit, que de décrire les propriétés génériques des différentes phases de la carrière scientifique. CF, F. Reif et A. Strauss. The Impact of Rapid Discovery upon the Scientist Career, publié dans Social Problems en 1965. La comparaison systématique de cet article, pour lequel le physicien a collaboré avec le sociologue, avec celui qu'écrivait le physicien quelques années auparavant, fournirait des enseignements exceptionnels sur le fonctionnement de la pensée sociologique américaine, qu'il suffise d'indiquer que la conceptualisation, c'est-à-dire la traduction des concepts indigènes dans le jargon de la discipline,
a pour rançon la disparition totale de la référence au champ dans son ensemble et, en particulier, au système des trajectoires ou des carrières qui confèrent à chaque carrière singulière ses propriétés les plus importantes. S'agirait-il de la carrière moyenne dans un champ particulier, voir B.G. Gleiser, Variation of the Importance of Recognition in Scientist Career, publié dans Social Problems en 1963. En effet, toute carrière se définit fondamentalement par la position qu'elle occupe dans la structure du système des carrières possibles. Note: pour éviter de refaire ici toute la démonstration, je me contenterai de renvoyer ici à l'article Les catégories de l'entendement professoral, publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1975. Il existe autant de manières d'entrer dans la recherche, de se maintenir dans la recherche et de sortir de la recherche qu'il y a de classes, de trajectoires. Et toute description qui, s'agissant d'un tel univers, s'en tient aux caractéristiques génériques d'une telle carrière, quelconque, fait disparaître l'essentiel, c'est-à-dire les différences. La décroissance avec l'âge, de la quantité et de la qualité des productions scientifiques que l'on observe dans le cas des carrières moyennes et qui ne se comprend apparemment si l'on admet que l'accroissement du capital de consécration tend à réduire l'urgence de la haute productivité qu'il a été nécessaire pour l'obtenir, ne devient intelligible complètement que si l'on réfère les carrières moyennes aux carrières les plus hautes, qui sont seules à procurer jusqu'au bout les profits symboliques nécessaires pour réactiver continuellement la propension à de nouveaux investissements, retardant ainsi continuellement le désinvestissement. L'ordre scientifique établi. La forme que revêt la lutte inséparable politique et scientifique pour la légitimité scientifique dépend de la structure du champ, c'est-à-dire de la structure de la distribution du capital spécifique de reconnaissance scientifique entre les participants à la lutte. Cette structure peut théoriquement varier, comme c'est aussi le cas en tout champ, entre deux limites théoriques, en fait jamais atteintes, d'un côté la situation de monopole du capital spécifique, d'autorité scientifique, et de l'autre la situation de concurrence parfaite, supposant la distribution égale de ce capital entre tous les concurrents. Le champ scientifique est toujours le lieu d'une lutte, plus ou moins inégale, entre des agents inégalement pourvus de capital spécifique, donc inégalement en mesure de s'approprier le produit du travail scientifique, et aussi, en certains cas, les profits externes, tels que les gratifications économiques ou proprement politiques, que produisent, par leur collaboration objective, l'ensemble des moyens de production scientifique disponibles. Dans tout champ s'opposent, avec des forces plus ou moins inégales, selon la structure de la distribution du capital dans le champ, degré d'homogénéité, les dominants, occupant les positions les plus hautes dans la structure de la distribution du capital scientifique, et les dominés, c'est-à-dire les nouveaux entrants, qui possèdent un capital scientifique d'autant plus important, en valeur absolue, que les ressources scientifiques accumulées dans le champ sont plus importantes. Tout semble indiquer que, à mesure que les ressources scientifiques accumulées s'accroissent et que, en conséquence de l'élévation corrélative du droit d'entrée, s'élève le degré d'homogénéité entre les concurrents qui, sous l'effet des facteurs indépendants, tendent à devenir de plus en plus nombreux, la compétition scientifique tend à se distinguer dans sa forme et son intensité de celle qui s'observe dans des états plus anciens des mêmes champs ou en d'autres champs où les ressources accumulées sont moins importantes et le degré d'hétérogénéité plus grand. Et oubliant, ce qu'ils font à peu près toujours, de prendre en compte ces propriétés structurales et morphologiques des différents champs, les sociologues de la science s'exposent à universaliser le cas particulier. C'est ainsi que l'opposition entre les stratégies de conservation et les stratégies de subversion, qui sera analysée ci-dessous, tend à s'affaiblir à mesure que l'homogénéité du champ s'accroît et que décroît corrélativement la probabilité des grandes révolutions périodiques au profit des innombrables petites révolutions permanentes. Dans la lutte qui les oppose, les dominants et les prétendants, c'est-à-dire les nouveaux entrants, comme disent les économistes, recourent à des stratégies antagonistes, profondément opposées dans leur logique et dans leurs principes. Les intérêts, au double sens, qui les animent, et les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre pour les satisfaire dépendamment qu'ils mettent en œuvre pour les satisfaire, dépendent en effet très étroitement de leur position dans le champ, c'est-à-dire de leur capital scientifique et du pouvoir qu'ils leur donnent sur le champ de production et de circulation scientifique et sur les profits qu'ils produisent. Les dominants sont voués à des stratégies de conservation visant à assurer la perpétuation de l'ordre scientifique établi, avec lequel ils ont partie liée. Cet ordre ne se réduit pas, comme on le croit communément, à la science officielle, ensemble de ressources scientifiques héritées du passé qui existent à l'état objectivé, sous forme d'instruments, d'ouvrages, d'institutions, etc., et à l'état incorporé, sous forme d'habitus scientifiques, systèmes de schèmes, générateurs de perception, d'appréciation et d'action, qui sont le produit d'une forme spécifique d'action pédagogique
et qui rendent possible le choix des objets, la solution des problèmes et l'évaluation des solutions. Il englobe aussi l'ensemble des institutions chargées d'assurer la production et la circulation des biens scientifiques, en même temps que la reproduction et la circulation des producteurs, ou des reproducteurs et des consommateurs de ces biens, c'est-à-dire, au premier chef, le système d'enseignement, seul capable d'assurer, à la science officielle, la permanence et la consécration, en l'inculquant systématiquement, habitus scientifique, à l'ensemble des destinataires légitimes de l'action pédagogique, et, en particulier, à tous les nouveaux entrants dans le champ de production proprement dit. Outre les instances spécifiquement chargées de la consécration, académie, prix, etc., il comprend aussi les instruments de diffusion et en particulier les revues scientifiques qui, par la sélection qu'elles opèrent, en fonction des critères dominants, consacrent les productions conformes aux principes de la science officielle, offrant ainsi, continuellement, l'exemple de ce qui mérite le nom de science, et exerce une censure, de fait, sur les productions hérétiques, soit en les rejetant expressément, soit en décourageant purement l'intention de publication par la définition du publiable qu'elle propose. Note. Sur l'action de filtrage des comités de rédaction et de revues scientifiques en sciences sociales, voir D. Crane, The Gatekeepers of Science, Some Factors Affecting the Selection of Articles for Scientific Journals, publié dans The American Sociologist en 1967. Tout autorise à penser qu'en matière de production scientifique, comme en matière de production littéraire, les auteurs sélectionnant consciemment ou inconsciemment les lieux de publication en fonction de l'idée qu'ils se font de leurs normes, tout incline à penser que l'auto-élimination, évidemment moins perceptible, est au moins aussi importante que l'élimination expresse, sans parler de l'effet que produit l'imposition d'une norme de publication. C'est le champ qui assigne à chaque agent ses stratégies. S'agirait-il de celles qui consistent à renverser l'ordre scientifique établi, selon la position qu'ils occupent dans la structure du champ, et sans doute aussi selon des variables secondaires telles que la trajectoire sociale, qui commande l'évaluation des chances, les nouveaux entrants peuvent se trouver orientés vers les placements sûrs des stratégies de succession, propres à leur assurer, au terme d'une carrière prévisible, les profits promis à ceux qui réalisent l'idéal officiel de l'excellence scientifique, au prix d'innovations circonscrites, dans les limites autorisées, ou vers des stratégies de subversion, placements infinitivement plus coûteux et risqués, qui ne peuvent assurer les profits promis aux détenteurs du monopole de la légitimité scientifique, qu'au prix d'une redéfinition complète des principes de légitimation de la domination. Les nouveaux entrants, qui refusent les carrières tracées, ne peuvent battre les dominants à leur propre jeu, qu'à condition d'engager un surcroît d'investissement proprement scientifique, et sans pouvoir en attendre des profits importants, au moins à court terme, puisqu'ils ont contre eux toute la logique du système. D'un côté, l'invention selon un art d'inventer, déjà inventé qui, en résolvant tous les problèmes susceptibles d'être posés dans les limites de la problématique établie par l'application de méthodes attestées, ou en travaillant à sauver les principes contre les contestations hérétiques, on pense par exemple à Tycho Brahe, tend à faire oublier qu'elle ne résout que les problèmes qu'elle peut poser ou qu'elle ne pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. De l'autre, l'invention hérétique qui, en mettant en question les principes même de l'ordre scientifique ancien, instaure une alternative tranchée sans compromis possible entre deux systèmes mutuellement exclusifs. Les fondateurs d'un ordre scientifique hérétique rompent le contrat d'échange qu'acceptent au moins tacitement les candidats à la succession, ne reconnaissent d'autres principes de légitimation que celui qu'ils entendent imposer. Ils n'acceptent pas d'entrer dans le cycle de l'échange de reconnaissance, qui assure une transmission réglée de l'autorité scientifique entre les tenants et les prétendants, c'est-à-dire bien souvent entre membres de générations différentes, ce qui porte beaucoup d'observateurs à réduire les conflits de légitimité à des conflits de génération, refusant toutes les cautions et toutes les garanties qu'offre l'ordre ancien et la participation progressive au capital collectif garanti, qui s'opère selon les procédures réglées d'un contrat de délégation. Ils réalisent l'accumulation initiale par un coup de force et par une rupture en détournant à leur profit le crédit dont bénéficiaient les anciens dominants, sans leur concéder la contrepartie de reconnaissance que leur accordent ceux qui acceptent de s'insérer dans la continuité d'une lignée. Note. On verra plus loin la forme originale que revêt cette transmission réglée du capital scientifique dans les champs où, comme dans la physique aujourd'hui, la conservation et la subversion sont quasi indiscernables. Et tout porte à croire que la propension aux stratégies de conservation ou aux stratégies de subversion est d'autant moins indépendante des dispositions à l'égard de l'ordre établi que l'ordre scientifique est lui-même moins indépendant de l'ordre social dans lequel il se trouve inséré. C'est pourquoi
on est fondé à supposer que la relation qu'établit Lewis Fowler entre les inclinations universitaires et politiquement subversives du jeune Einstein et son entreprise scientifique révolutionnaire vaut en quelque sorte a fortiori pour des sciences comme la biologie ou la sociologie, qui sont loin d'être parvenues au degré d'autonomie de la physique du temps d'Einstein. Et l'opposition qu'établit cet auteur entre les dispositions révolutionnaires d'Einstein, membre dans sa jeunesse d'un groupe d'étudiants juifs en révolte contre l'ordre scientifique établi, et les dispositions réformistes dont fait preuve Poincaré, parfait représentant de la République des professeurs, homme d'ordre et de réforme ordonné, tant dans l'ordre politique que dans l'ordre scientifique, ne peut manquer d'évoquer l'opposition homologue entre Marx et Durkheim. Ouvrez les guillemets. Dans son effort de réflexion originale, Einstein fut soutenu par un étrange petit cercle de jeunes intellectuels, pleins de sentiments de révolte sociale et scientifique propres à leur génération, et qui formaient une contre-communauté scientifique en dehors de l'institution officielle, un groupe de bohèmes cosmopolites conduit, en ces temps révolutionnaires, à considérer le monde d'une nouvelle manière. Fermez les guillemets. L.S. Fowler, The Social Roots of Einstein's Theory of Relativity, publié dans Annals of Science en 1971. Dépassant l'opposition naïve entre les habitus individuels et les conditions sociales de leur accomplissement, Lewis Fowler suggère l'hypothèse que tous les travaux récents sur le système d'enseignement scientifique viennent corroborer. Cf. M. de Saint-Martin, Les fonctions sociales de l'enseignement scientifique, publié en 1971, et Paul Bourdieu et M. de Saint-Martin, Le système des grandes écoles et la reproduction de la classe dominante. Selon l'accès facile et rapide aux responsabilités administratives qui s'offrait en France aux élèves des grandes écoles scientifiques, tendait à décourager la révolte contre l'ordre scientifique établi, qui trouve au contraire un terrain favorable dans les groupes d'intellectuels marginaux placés dans des dispositions de porte-à-faux entre le système d'enseignement et la bohème révolutionnaire. Ouvrez les guillemets. On peut en vérité risquer l'hypothèse que, précisément parce que les plus brillants sujets de l'école polytechnique étaient rapidement absorbés par la haute fonction militaire et le génie civil, il n'était guère vraisemblable qu'une rupture radicale avec les principes reçus pût avoir lieu. Une révolution scientifique trouve son terrain le plus fertile dans une contre-communauté quand le jeune scientifique rencontre très vite des responsabilités administratives. Son énergie est moins disponible pour la sublimation dans le radicalisme d'une recherche pure. S'agissant de créativité révolutionnaire, l'ouverture même de l'administration française au talent scientifique constitue peut-être un facteur explicatif de conservatisme scientifique, plus important que tous les autres facteurs habituellement mis en avant. Fermez les guillemets. De la révolution inaugurale à la révolution permanente. Quelles sont les conditions sociales qui doivent être remplies pour que s'instaure un jeu social où l'idée vraie est dotée de force parce que ceux qui y participent ont intérêt à la vérité, au lieu d'avoir, comme en d'autres jeux, la vérité de leurs intérêts. Il va de soi qu'il ne s'agit pas de faire de cet univers social d'exception une exception aux lois fondamentales de tout champ, et en particulier à la loi de l'intérêt qui peut conférer une violence impitoyable aux luttes scientifiques les plus désintéressées. Le désintéressement n'étant jamais, on l'a vu, qu'un système d'intérêt spécifique, artistique, religieux, aussi bien que scientifique, qui implique l'indifférence relative aux objets ordinaires de l'intérêt, argent, honneur, etc. Le fait que le champ scientifique comporte toujours une part d'arbitraire social, dans la mesure où il sert les intérêts de ceux qui, dans le champ et ou hors du champ, sont en mesure d'en percevoir les profits, n'exclut pas que sous certaines conditions, la logique propre du champ, et en particulier la lutte entre les dominants et les nouveaux entrants, et la censure croisée qui en résulte, n'exerce un détournement systématique des fins, qui fait tourner continuellement la poursuite des intérêts scientifiques privés, entendus toujours au double sens, au profit du progrès et de la science. C'est un tel mécanisme qui tend à assurer le contrôle des relations avec l'univers extérieur, avec les laïcs, c'est-à-dire la vulgarisation scientifique, comme autodivulgation du savant. Voir Boltanski et Maldillier. Les théories partielles de la science et des transformations sont prédisposées à remplir des fonctions idéologiques dans les luttes à l'intérieur du champ scientifique, ou de champs prétendant à la scientificité comme celui des sciences sociales, parce qu'elles universalisent les propriétés attachées à des états particuliers du champ scientifique. Il en est ainsi de la théorie positiviste qui confère à la science le pouvoir de résoudre toutes les questions qu'elle pose, pourvu qu'elles soient scientifiquement posées, et d'imposer par l'application de critères objectifs le consensus sur ces solutions, inscrivant ainsi le progrès dans la routine de la science normale, et faisant comme si l'on passait d'un système à un autre, de Newton à Einstein par exemple, par simple accumulation de connaissances, par affinement des mesures et par rectification des principes. Il en va de même de la théorie de Kuhn, qui,
valant pour les révolutions inaugurales de la science commençante, dont la révolution copernicienne fournit le paradigme, au sens vrai du mot, prend tout simplement le contre-pied du modèle positiviste. Note. Il ne fait pas de doute, en effet, que la philosophie de l'histoire de la science, que propose Kuhn, avec l'alternance de concentration monopolistique, paradigme et des révolutions, doit beaucoup au cas particulier de la révolution copernicienne, telle qu'il l'analyse et qu'il considère comme typique de tout autre renversement majeur de la science. Voir T. Kuhn, La révolution copernicienne, publié en 1973. L'autonomie relative de la science par rapport au pouvoir et en particulier par rapport à l'Église étant encore très faible, la révolution scientifique, dans l'astronomie mathématique, passe par la révolution politique et suppose une révolution de toutes les disciplines scientifiques qui peut avoir des effets politiques. En fait, le champ de l'astronomie, dans lequel survient la révolution copernicienne, s'oppose au champ de la physique contemporaine à la façon dont le marché immergé dans des relations sociales, embedded in social relationships, des sociétés archaïques, s'oppose, selon Polanyi, au marché autorégulé, self-regulating market, des sociétés capitalistes. Ce n'est pas par hasard que la révolution copernicienne implique la revendication expresse de l'autonomie pour un champ scientifique encore immergé et dans le champ de la philosophie et, par leur intermédiaire, dans le champ politique, revendication qui implique l'affirmation du droit des scientifiques à trancher les questions scientifiques. Les mathématiques aux mathématiciens, au nom de la légitimité spécifique que leur confèrent leurs compétences. Tant que la méthode scientifique et la censure et ou l'assistance qu'elle propose ou impose ne sont pas objectivées dans des mécanismes et dans des dispositions, les ruptures scientifiques prennent nécessairement l'allure de révolutions contre l'institution, et les révolutions contre l'ordre scientifique établi sont inséparablement des révolutions contre l'ordre établi. Au contraire, lorsque se trouve exclu, grâce à des révolutions originaires, tout recours à des armes ou à des pouvoirs, et même purement symboliques, autres que ceux qui ont cours dans le champ, c'est le fonctionnement même du champ qui définit de plus en plus complètement non seulement l'ordre ordinaire de la science normale, mais aussi les ruptures extraordinaires, ces révolutions ordonnées, comme dit Bachelard, qui sont inscrites dans la logique de l'histoire de la science, c'est-à-dire de la polémique scientifique. Note. Outre Bachelard et Reif, déjà cités, D. Bloom a aperçu que les transformations dans l'organisation sociale de la science ont déterminé une transformation de la nature des révolutions scientifiques. Voir D. Bloom, Essay Review to Paradigms for Scientific Knowledge, publié dans Science Studies en 1971. Lorsque la méthode est inscrite dans les mécanismes du champ, la révolution contre la science instituée s'opère avec l'assistance d'une institution qui fournit les conditions institutionnelles de la rupture. Le champ devient le lieu d'une révolution permanente, mais de plus en plus totalement dénué d'effets politiques. C'est pourquoi cet univers de la révolution permanente peut être aussi sans contradiction celui du dogmatisme légitime. G. Bachelard, Le matérialisme rationnel, publié en 1953. L'équipement scientifique qui est nécessaire pour faire la révolution scientifique ne peut être acquis que dans et par la cité scientifique. À mesure qu'augmentent les ressources scientifiques accumulées, le capital scientifique incorporé qui est nécessaire pour se les approprier et avoir ainsi accès aux données et aux instruments scientifiques, donc à la lutte scientifique, devient de plus en plus important. Droit d'entrée. Note. La principale censure est constituée par ce droit d'entrée, c'est-à-dire par les conditions d'accès aux champs scientifiques et au système d'enseignement qui y donne accès. Il y aurait lieu de s'interroger sur les propriétés que les sciences de la nature, sans parler des sciences de l'homme, où, du fait de la faiblesse des méthodes, la plus grande liberté est laissée aux habitus, doivent à leur recrutement social, c'est-à-dire, grosso modo, aux conditions d'accès à l'enseignement supérieur, voire M. de Saint-Martin. Il s'ensuit que la révolution scientifique n'est pas l'affaire des plus mal démunis, mais au contraire des plus riches scientifiques parmi les nouveaux entrants. On sait que les révolutions inaugurales, elles-mêmes, qui donnent naissance à un nouveau champ en constituant, par la rupture, un nouveau domaine d'objectivité, incombent presque toujours à des détenteurs d'un grand capital spécifique, qui, en vertu de variables secondaires, telles que l'appartenance à une classe sociale ou à une ethnie improbable dans cet univers, se trouvent placés dans une disposition de porte-à-faux, propre à valoriser l'inclination révolutionnaire, c'est-à-dire par exemple des nouveaux entrants qui importent dans un champ le capital accumulé, dans un champ scientifique socialement supérieur, voire J. Ben David, Roles on Innovation in Medicine, publié dans American Journal of Sociology en 1960. Ben David et R. Collins, Social Factors in the Origins of a New Science, The Case of Psychology,
publié dans American Sociological Review en 1966. L'antinomie de la rupture et de la continuité s'affaiblit dans un champ qui, ignorant la distinction entre les phases révolutionnaires et la science normale, trouve dans la rupture continue le vrai principe de sa continuité, et corrélativement, l'opposition entre les stratégies de succession et les stratégies de subversion tend de plus en plus à perdre son sens puisque l'accumulation du capital nécessaire à l'accomplissement des révolutions et du capital que procurent les révolutions tend toujours davantage à s'accomplir selon les procédures réglées d'une carrière. On a vu ci-dessous la description que donne F. Rife dans la forme que prend le plus souvent l'accumulation de capital dans un tel état du champ. La transmutation de l'antagonisme anarchique des intérêts particuliers en dialectique scientifique devient de plus en plus totale à mesure que l'intérêt qu'a tout producteur de biens symboliques à produire des produits qui ne soient pas seulement intéressants pour lui-même, comme le dit Fred Rife, mais aussi importants pour les autres, donc propres à obtenir des autres qui reconnaissent leur importance et l'importance de leur auteur, se heurte à des concurrents plus capables de mettre les mêmes moyens au service des mêmes intentions, ce qui conduit de plus en plus fréquemment, avec les découvertes simultanées, au sacrifice de l'intérêt de l'un des producteurs ou des deux, ou, en d'autres termes, à mesure que l'intérêt privé que chaque agent singulier a à dominer ses concurrents pour obtenir d'eux la reconnaissance, se trouve armé de tout un ensemble d'instruments qui confèrent sa pleine efficacité à son intention polémique tout en lui donnant la portée universelle d'une censure méthodique. On s'accorde en effet pour observer que la lutte scientifique devient de plus en plus intense, malgré l'effet de la spécialisation qui tend sans cesse à réduire l'univers des concurrents par la division en sous-champs de plus en plus étroitement spécifiés, à mesure que la science avance, c'est-à-dire plus précisément à mesure que les ressources scientifiques accumulées grandissent et que le capital nécessaire pour réaliser l'invention devient plus largement et uniformément répandu entre les concurrents du fait de l'élévation du droit d'entrée dans le champ. Et de fait, à mesure que s'accroissent les ressources accumulées et le capital nécessaire pour se les approprier, le marché sur lequel peut être placé le produit scientifique ne cesse de se restreindre à des concurrents de plus en plus fortement armés pour le critiquer rationnellement et discréditer son auteur. L'antagonisme qui est au principe de la structure et du changement de tout champ tend à devenir de plus en plus radical et de plus en plus fécond, parce que l'accord forcé où s'engendre la raison laisse de moins en moins place à l'impensé de la doxa. L'ordre collectif de la science s'élabore dans et par l'anarchie concurrentielle, des actions intéressées, chaque agent se trouvant dominé, et avec lui tout le groupe, par l'entrecroisement, en apparence incohérent, des stratégies individuelles. C'est dire que l'opposition entre les aspects fonctionnels et les aspects dysfonctionnels du fonctionnement d'un champ scientifique doté d'une plus grande autonomie n'a guère de sens. Les tendances les plus dysfonctionnelles, par exemple les propensions au secret et au refus de coopération, sont inscrites dans les mécanismes mêmes qui engendrent les dispositions les plus fonctionnelles. À mesure que la méthode scientifique s'inscrit dans les mécanismes sociaux qui règlent le fonctionnement du champ et qu'elle se trouve ainsi dotée de l'objectivité supérieure d'une loi sociale immanente, elle peut réellement s'objectiver dans des instruments capables de contrôler et parfois de dominer ceux qui les utilisent et dans les dispositions durablement constituées que produit l'institution scolaire. Et cette disposition trouve un renforcement continu dans les mécanismes sociaux qui, rencontrant eux-mêmes un soutien dans le matérialisme rationnel de la science objective et incorporée, produisent contrôle et censure, mais aussi intervention et rupture. Note: l'ensemble des processus qui accompagnent l'autonomisation du champ scientifique entretiennent des relations dialectiques. C'est ainsi que l'élévation continue du droit d'entrée qu'implique l'accumulation de ressources spécifiques contribue en retour à l'autonomisation du champ scientifique, en instaurant une coupure sociale d'autant plus radicale qu'elle n'est pas recherchée pour elle-même avec le monde profane des laïcs. La science et les doxosophes. La science n'a jamais d'autre fondement que la croyance collective dans ses fondements, que produit et suppose le fonctionnement même du champ scientifique. L'orchestration objective des schèmes pratiques inculqués par l'enseignement explicite et par la familiarisation qui constitue le fondement du consensus pratique sur les enjeux proposés par le champ, c'est-à-dire sur les problèmes, les méthodes et les solutions immédiatement aperçues comme scientifiques, trouve elle-même son fondement dans l'ensemble des mécanismes institutionnels qui assurent la sélection sociale et scolaire des chercheurs, en fonction, par exemple, de la hiérarchie établie des disciplines, la formation des agents sélectionnés, le contrôle de l'accès aux instruments de recherche et de publication, etc. Note: l'habitus produit par la prime éducation de classe et l'habitus secondaire, inculqué par l'éducation scolaire, contribue
avec des poids différents, dans le cas des sciences sociales et des sciences de la nature, a déterminé une adhésion pré-réflexive au supposé tacite du champ, sur le rôle de la socialisation, voir W. D. Hagstrom et T. S. Kuhn, The Function of Dogma in Scientific Research, A. C. Crombie, Scientific Change, publié en 1963. Le champ de discussion que dessinent par leur lutte l'orthodoxie et l'hétérodoxie se découpe sur le fond du champ de la doxa, ensemble des présupposés que les antagonistes admettent comme allant de soi, en deçà de toute discussion, parce qu'ils constituent la condition tacite de discussion. Note. On voit ce que pourrait devenir l'ethnométhodologie, mais serait-elle encore l'ethnométhodologie si elle savait ce qu'elle prend pour objet? Le taken for granted de Schutz, c'est l'adhésion pré-réflexive à l'ordre établi. La censure qu'exerce l'orthodoxie et que dénonce l'hétérodoxie cache une censure plus radicale, plus invisible aussi, parce qu'elle est constitutive du fonctionnement même du champ et qu'elle porte sur l'ensemble de ce qui est admis du seul fait de l'appartenance au champ, l'ensemble de ce qui est mis hors de discussion par le fait d'accepter les enjeux de la discussion, c'est-à-dire le consensus sur les objets du dissensus, les intérêts communs qui sont au principe des conflits d'intérêts, tout l'indiscuté et l'impensé tacitement tenu hors des limites de la lutte. Note. Dans le cas du champ de production idéologique, dont participent encore les différents champs de production du discours savant ou lettré, le fondement du consensus dans le dissensus qui définit la doxa réside, on le verra, dans la relation censurée du champ de production dans son ensemble au champ du pouvoir, c'est-à-dire dans la fonction cachée du champ de la lutte des classes. Selon le degré d'autonomie du champ par rapport aux déterminations externes, la part de l'arbitraire social qui se trouve englobée dans le système des présupposés constitutifs de la croyance, propre au champ considéré, est plus grande. Cela signifie que, dans l'espace abstrait de la théorie, tout champ scientifique, celui des sciences sociales ou de la mathématique aujourd'hui, comme celui de l'alchimie ou de l'astronomie mathématique au temps de Copernic, peut être situé quelque part entre les deux limites représentées d'une part par le champ religieux ou le champ de la production littéraire, dans lequel la vérité officielle n'est autre chose que l'imposition légitime, c'est-à-dire arbitraire et méconnue comme telle, d'un arbitraire culturel exprimant l'intérêt spécifique des dominants, dans le champ et hors du champ, et d'autre part par un champ scientifique d'où tout élément d'arbitraire ou d'impensé social serait banni, et dont les mécanismes sociaux réaliseraient l'imposition nécessaire des normes universelles de la raison. La question qui se trouve ainsi posée est celle du degré d'arbitraire social de la croyance que produit le fonctionnement du champ et qui est la condition de son fonctionnement, ou, ce qui revient au même, la question du degré d'autonomie du champ, par rapport d'abord à la demande sociale de la classe dominante et des conditions sociales internes et externes de cette autonomie. Le principe de toutes les différences entre les champs scientifiques capables de produire ou de satisfaire un intérêt proprement scientifique et d'entretenir un processus dialectique interminable et des champs de production de discours savants où le travail collectif n'a d'autre effet et d'autre fonction que de perpétuer le champ identique à lui-même en produisant, tant au dedans qu'au dehors, la croyance et la valeur autonome des objectifs et des objets qu'il produit, réside dans la relation de dépendance par l'appartenance d'indépendance à l'égard des demandes externes. Les doxosophes, savants apparents et savants de l'apparence, ne peuvent légitimer et la dépossession qu'ils opèrent par la constitution arbitraire d'un savoir ésotérique, inaccessible aux profanes, et la délégation qu'ils demandent, en s'arrogeant le monopole, de certaines pratiques ou de la réflexion sur ces pratiques, qu'à condition d'imposer la croyance que leur fausse science est parfaitement indépendante des demandes sociales qu'elle ne satisfait si bien que parce qu'elle affirme hautement son refus de les servir. De Heidegger parlant des masses et des élites, dans le langage hautement euphémisé par l'authentique et l'inauthentique, au politologue américain reproduisant la vision officielle du monde social dans les semi-abstractions d'un discours descriptif normatif, c'est toujours la même stratégie de fausse coupure qui définit le jargon savant par opposition au langage scientifique. Là où le langage scientifique met des guillemets, comme l'observe Bachelard, pour marquer que les mots du langage ordinaire ou du langage scientifique antérieur qu'il conserve sont complètement redéfinis et ne tiennent leur sens que du nouveau système théorique, le langage savant n'use de guillemets et de néologismes que pour manifester symboliquement une distance et une rupture fictive par rapport au sens commun. Ne disposant d'aucune autonomie réelle, il ne peut en effet produire complètement son effet idéologique que s'il reste assez transparent pour continuer à évoquer l'expérience et l'expression ordinaire qu'il dénie. Les stratégies de fausse coupure expriment la vérité objective de champ,
qui ne disposent que d'une fausse autonomie. En effet, tandis que la classe dominante accorde aux sciences de la nature une autonomie qui est à la mesure de l'intérêt qu'elle trouve dans les applications à l'économie des techniques scientifiques, elle n'a rien à attendre des sciences sociales, sinon, au mieux, une contribution particulièrement précieuse à la légitimation de l'ordre établi et un renforcement de l'arsenal des instruments symboliques de domination. Le développement tardif et toujours menacé des sciences sociales est là pour témoigner que le progrès vers l'autonomie réelle, qui conditionne et suppose à la fois l'instauration des mécanismes constitutifs d'un champ scientifique autorégulé et autarcique, se heurte nécessairement à des obstacles inconnus ailleurs. Et il ne peut en être autrement, parce que l'enjeu de la lutte interne pour l'autorité scientifique dans le champ des sciences sociales, c'est-à-dire pour le pouvoir de produire, d'imposer et d'inculquer la représentation légitime du monde social, est un des enjeux de la lutte entre les classes dans le champ politique. Note. C'est ainsi que les systèmes de classement sociaux, taxinomie, qui sont un des enjeux essentiels de la lutte idéologique entre les classes, voir Paul Bourdieu et L. Boltanski, Le titre et le poste, rapport entre le système de production et le système de reproduction, publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1975, constituent aussi, à travers les prises de position sur l'existence ou la non-existence des classes sociales, un des grands principes de division du champ sociologique. Voir Paul Bourdieu, Classe et classement, publié dans Minuit en 1973, et A.P.A. Coxon et C.L. Jones, Occupation, Categorization and Images of Society, publié en 1974. Il s'ensuit que les positions dans la lutte interne ne peuvent jamais atteindre le degré d'indépendance à l'égard des positions dans la lutte externe qui s'observe dans le champ des sciences de la nature. L'idée d'une science neutre est une fiction, et une fiction intéressée, qui permet de donner pour scientifique une forme neutralisée et euphémisée, donc particulièrement efficace symboliquement, parce que particulièrement méconnaissable de la représentation dominante du monde social. Note. Il s'ensuit que la sociologie de la science n'est pas une spécialité parmi d'autres, mais qu'elle fait partie des conditions d'une sociologie scientifique. En portant au jour les mécanismes sociaux qui assurent le maintien de l'ordre établi et dont l'efficacité proprement symbolique repose sur la méconnaissance de leur logique et de leurs effets, fondement d'une reconnaissance subtilement extorquée, la science sociale prend nécessairement parti dans la lutte politique. C'est dire que, lorsqu'elle parvient à s'instaurer, ce qui suppose remplit certaines conditions, corrélatives d'un état déterminé du rapport de force entre les classes, la lutte entre la science et la fausse science, des doxosophes, qui peuvent se réclamer des traditions théoriques les plus révolutionnaires, apporte nécessairement une contribution à la lutte entre les classes qui, au moins, en ce cas, n'ont pas également intérêt à la vérité scientifique. La question fondamentale de la sociologie de la science prend, dans le cas des sciences sociales, une forme particulièrement paradoxale. Quelles sont les conditions sociales de possibilité du développement d'une science affranchie des contraintes et des demandes sociales, sachant que, dans ce cas, les progrès dans le sens de la rationalité scientifique ne sont pas des progrès dans le sens de la neutralité politique. On peut nier la question. C'est ce que font par exemple tous ceux qui imputent toutes les particularités des sciences sociales à leur situation de dernière venue, au nom d'une philosophie naïvement évolutionniste qui met la science officielle au terme de l'évolution. En fait, la théorie du retard n'est vraie, paradoxalement, que dans le cas de la sociologie officielle, et plus précisément de la sociologie officielle de la sociologie. Il suffit, en effet, d'avoir en mémoire les analyses célèbres d'Alexander Gerschenkron sur le retard économique pour comprendre les traits les plus caractéristiques de ces formes particulières de discours savants, que sont les fausses sciences. Gerschenkron remarque en effet que quand le processus d'industrialisation démarre en retard, il présente des différences systématiques avec ce qu'il a été dans les pays plus développés, non seulement en ce qui concerne la vitesse du développement, mais aussi en ce qui concerne les structures productives et organisationnelles. Cela parce qu'il met en œuvre des instruments institutionnels originaux et qu'il se développe dans un climat idéologique différent. Voir Gerschenkron, Economic Backwardness in Historical Perspective, publié en 1962. L'existence de sciences plus avancées, grandes pourvoyeuses non seulement de méthodes et de techniques, le plus souvent employées en dehors des conditions techniques et sociales de validité, mais aussi d'exemples, est ce qui permet à la sociologie officielle de se donner toutes les apparences de la scientificité. La parade de l'autonomie peut prendre ici une forme sans précédent, dont l'ésotérisme savamment entretenu des vieilles traditions lettrées
ne représente qu'une pauvre anticipation. La sociologie officielle vise, non à se réaliser comme science, mais à réaliser l'image officielle de la science que la sociologie officielle de la science, sorte d'instance juridique que se donne la communauté, le mot s'applique parfaitement en ce cas, des sociologues officiels, a pour fonction de lui fournir, au prix d'une réinterprétation positiviste, de la pratique scientifique des sciences de la nature. Pour convaincre complètement de la fonction d'idéologie justificatrice que remplit l'histoire sociale des sciences sociales, telle qu'elle se pratique dans l'establishment américain, il suffirait de recenser l'ensemble des travaux directement ou indirectement consacrés à la compétition, le mot-clé de toute la sociologie de la science américaine, qui, dans toute son obscurité de concepts indigènes promus à la dignité scientifique, condense tout l'impensé, la doxa, de cette sociologie. Note. La philosophie de l'histoire, qui hante cette histoire sociale de la science sociale, trouve une expression paradigmatique dans l'ouvrage de Terry Clark que, dans un compte-rendu, Paul Vogt caractérise sociologiquement en deux adjectifs. Terry and Clark's long-awaited, much circulated in manuscript, Prophets and Patrons, voire T. Clark, Prophets and Patrons, The French University on the Emergence of the Social Science, publié en 1973, et J.C. Chamborderon, Sociologie de la sociologie et intérêts sociaux des sociologues, publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1975. La thèse selon laquelle productivité et compétition sont directement liées s'inspire d'une théorie fonctionnaliste de la compétition qui est une variante sociologique de la croyance aux vertus du marché libre, le mot anglais competition désignant aussi ce que nous appelons concurrence. Réduisant toute compétition à la compétition entre universités, ou faisant de la compétition entre universités la condition de la compétition entre chercheurs, on ne s'interroge jamais sur des obstacles à la compétition scientifique qui sont imputables à la compétition à la fois économique et scientifique, dont l'académique marketplace est le lieu. Note. Joseph Ben David a le mérite de donner à cette thèse sa forme la plus directe. Le haut degré de compétition qui caractérise l'université américaine explique sa plus grande productivité scientifique et sa plus grande flexibilité. Voir G. Ben David, Scientific Productivity, An Academic Organization in 19th Century Medicine, publié dans American Sociological Review en 1960, et Fundamental Research on the Universities, publié en 1968, ainsi que G. Ben David et Avraham Zlozover, Universities and Academic Systems in Modern Societies, publié dans European Journal of Sociology en 1962. La compétition que reconnaît cette science d'établissement, c'est la compétition dans les limites de la bienséance sociale, qui fait d'autant plus fortement obstacle à la véritable compétition scientifique, capable de mettre en question l'orthodoxie, que l'on se situe dans un univers plus chargé d'arbitraire social. On comprend que l'exaltation de l'unanimité du paradigme puisse coïncider avec l'exaltation de la compétition, ou encore que l'on puisse, selon les auteurs, reprocher à la sociologie européenne de pécher par excès ou par défaut de compétition. Outre les outils et les techniques, ordinateurs et programmes de traitement automatique de données, par exemple, la sociologie officielle emprunte un modèle de la pratique scientifique tel que l'imagination positiviste se la représente, c'est-à-dire avec tous les attributs symboliques de la respectabilité scientifique, masques et postiches tels que les gadgets technologiques et le kitsch de la rhétorique, et un modèle de l'organisation de ce qu'elle appelle la communauté scientifique, telle que sa pauvre science des organisations lui permettent de la concevoir. Mais la sociologie officielle n'a pas le monopole des lectures intéressées de l'histoire et de la science. La difficulté particulière que la sociologie a à penser scientifiquement la science n'est pas sans rapport avec le fait qu'elle est située au plus bas de la hiérarchie sociale des sciences, soit qu'elle s'élève pour penser des sciences plus scientifiques, mieux qu'elle ne se pense, soit qu'elle s'abaisse pour enregistrer l'image triomphante que l'hagiographie scientifique produit et propage. Elle a toujours la même peine à se penser comme science, c'est-à-dire à penser sa position dans la hiérarchie sociale des sciences. Cela se voit en toute clarté dans les réactions qu'a suscité le livre de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, et qui fournirait un matériau expérimental de grande qualité pour une analyse empirique des idéologies de la science et de leur relation avec la position de leur auteur dans le champ scientifique. Il est vrai que ce livre, dont on ne sait jamais exactement s'il décrit ou prescrit la logique du changement scientifique, exemple de prescription larvée, l'existence d'un paradigme est un signe de maturité scientifique, invitait ses lecteurs à y chercher des réponses à la question de la bonne ou de la mauvaise science. Note.
Plus encore que dans ce livre, dont les thèses essentielles n'ont rien de radicalement nouveau, au moins pour les lecteurs de Bachelard, objet lui-même, à peu près au même moment et dans les mêmes autres traditions, d'une semblable captation, l'intention normative se voit dans 2 articles où T. Kuhn décrit les fonctions positives pour le développement scientifique d'une pensée convergente et soutient que l'adhésion dogmatique à une tradition est favorable à la recherche. Voir T. Kuhn, The Function of Dogma in Scientific Research et A. C. Crombie, The Essential Tension, Tradition and Innovation in Scientific Research, ainsi que L. Hudson, The Ecology of Human Intelligence, publié en 1970. Du côté de ceux que le langage indigène appelle des radicaux, on a lu dans le livre de Thomas Kuhn une invitation à la révolution contre le paradigme ou une justification du pluralisme libéral des world views. Voir par exemple A. W. Goldner, The Coming Crisis of Western Sociology, publié en 1970, et R. W. Friedrich, A Sociology of Sociology, publié en 1970. 2 prises d'opposition correspondantes sans doute à des positions différentes dans le champ. Note, voir E. Goldner, Myth, Ideology and Revolution, publié dans Protest and Discontent en 1970. Une revue telle que Theory and Society, dont l'importance purement sociale qui lui permet d'exister et de subsister sans autre contenu positif que cette sorte de vague humaniste anti-positiviste auquel se reconnaissent les sociologues critiques, autre concept indigène, au fait qu'elle donne une unité strictement négative à tous les courants qui se trouvent ou se pensent hors de l'establishment américain, depuis l'ethnométhodologie, héritière de la phénoménologie, jusqu'au néo-marxisme, en passant par la psychohistory. Du côté des tenants de l'ordre scientifique établi, on y a lu une invitation à arracher la sociologie à la phase pré-paradigmatique, en lui imposant la constellation unifiée de croyances, de valeurs et de techniques que symbolise la triade capitoline de Parsons et de Lazarfeld, réconciliée en Merton. L'exaltation de la quantification, de la formalisation et de la neutralité éthique, le dédain de la philosophie et le rejet de l'ambition systématique au profit de la minutie, de la vérification empirique et de la molle conceptualisation dite opératoire des théories à moyenne portée, autant de traits obtenus par une transmutation désespérément transparente de l'être en devoir-être qui trouvent leur justification dans la nécessité de contribuer au renversement des valeurs communautaires tenues pour la condition du décollage. Fausse science destinée à produire et à entretenir la fausse conscience, la sociologie officielle, dont la politologie est aujourd'hui le plus beau fleuron, doit faire parade d'objectivité et de neutralité éthique, c'est-à-dire de neutralité dans la lutte entre les classes dont elle nie par ailleurs l'existence, et donner toutes les apparences d'une coupure tranchée avec la classe dominante et ses demandes idéologiques en multipliant les signes extérieurs de scientificité. On a ainsi, du côté empirique, la parade technologique et du côté de la théorie, la rhétorique du néo, florissante aussi dans le champ artistique, qui singe la cumulativité scientifique en appliquant à une œuvre ou à un ensemble d'œuvres du passé, voire The Structure of Social Action, la procédure typiquement lettrée de la relecture, opération paradigmatiquement scolaire, de simple reproduction ou de reproduction simple, bien faite pour produire, dans les limites du champ et de la croyance qu'il produit, toutes les apparences de la révolution. Il faudrait analyser systématiquement cette rhétorique de la scientificité, par laquelle la communauté dominante produit la croyance dans la valeur scientifique de ses produits et dans l'autorité scientifique de ses membres, soit par exemple l'exemple des stratégies destinées à donner les apparences de la cumulativité, telles que la référence aux sources canoniques, le plus souvent réduite, comme on dit, à leur plus simple expression, que l'on pense au destin posthume du suicide, c'est-à-dire à des plats protocoles simulant la froide rigueur du discours scientifique, et aux articles autant que possible récents. On connaît l'opposition entre les sciences dures, hard, et les sciences molles, soft, sur le même sujet, ou encore les stratégies de fermeture qui entendent marquer une séparation tranchée entre la problématique scientifique et les débats profanes et mondains. Toujours présents, mais au titre de fantômes dans la machine, cela au prix, le plus souvent, de simples retraductions linguistiques ou les stratégies de dénégation qui fleurissent chez les politologues, habiles à réaliser l'idéal dominant de l'objectivité dans un discours apolitique sur la politique où la politique refoulée ne peut apparaître que sous les apparences méconnaissables, donc irréprochables, de sa dénégation politologique. Voir Bourdieu, les Doxosophes, publié dans Minuit en 1973, en particulier l'analyse de l'effet Lipset.
Mais ces stratégies remplissent par surcroît une fonction essentielle, la circulation circulaire des objets, des idées, des méthodes et surtout des signes de reconnaissance à l'intérieur d'une communauté. Il faudrait dire un club ouvert aux seuls membres indigènes ou importés de l'Ivy League. Produit, comme tout cercle de légitimité, un univers de croyances dont on trouve l'équivalent aussi bien dans le champ religieux que dans le champ de la littérature ou de la haute couture. Note. La sociologie officielle de la science offre une justification pour chacun de ces traits. Ainsi, par exemple, l'évitement des problèmes théoriques fondamentaux trouve une justification dans l'idée que dans les sciences de la nature, les chercheurs ne s'inquiètent pas de la philosophie de la science. On voit sans peine ce qu'une telle sociologie de la science peut devoir à la nécessité de légitimer un état de fait et de transformer les limites subies en exclusions électives. Sur la production de la croyance et du fétichisme dans le champ de la haute couture, voir Bourdieu et Delceau, Le couturier et sa griffe, contribution à une théorie de la magie, publié dans Actes de la recherche en sciences sociales en 1975. Mais, ici encore, il faut se garder de conférer à la fausse science officielle la signification que lui confère la critique radicale. Malgré leur opposition sur la valeur qu'ils confèrent au paradigme, principe d'unification nécessaire au développement de la science dans un cas, force de répression arbitraire dans l'autre, ou, tour à tour, l'un ou l'autre chacune, conservateurs et radicaux, adversaires, complices, s'accordent en fait sur l'essentiel, par le point de vue unilatéral qu'ils prennent nécessairement sur le champ scientifique, en choisissant au moins inconsciemment l'un ou l'autre des champs antagonistes. Ils ne peuvent apercevoir que le contrôle ou la censure n'est pas exercé par telle ou telle des instances, mais par la relation objective entre adversaires complices qui, par leur antagonisme même, délimitent le champ de la discussion légitime, excluant comme saugrenu ou éclectique ou tout simplement impensable toute tentative pour prendre une position non prévue, dans le cas particulier, pour mettre par exemple au service d'une autre axiomatique scientifique les outils techniques élaborés par la science officielle. Note. De telles coupes épistémologiques, qui sont en même temps des coupes sociologiques, fonctionnent en tout champ. Voir par exemple le Positivismus-Treist qui oppose Habermas et Popper dans le cas de l'Allemagne, mécanique de détournement qui, ayant fait ses preuves en Europe, commence à sévir aux États-Unis avec l'importation de l'école de Francfort. Expression à peine euphémisée des intérêts des dominés du champ scientifique. L'idéologie radicale tend à traiter toute révolution contre l'ordre scientifique établi comme révolution scientifique, faisant comme s'il suffisait qu'une innovation soit exclue de la science officielle pour qu'elle puisse être tenue pour scientifiquement révolutionnaire, et omettre ainsi de poser la question des conditions sociales par lesquelles une révolution contre l'ordre scientifique établi est aussi une révolution scientifique et non une simple hérésie, visant à renverser le rapport de force établi dans le champ sans transférer les principes sur lesquels repose son fonctionnement. Note. Il faudrait analyser tous les usages stratégiques que les dominés dans un champ peuvent faire de la transfiguration idéologique de leur position objective. Par exemple, la parade de l'exclusion qui permet aux exclus de tirer encore parti de l'institution, qu'ils reconnaissent assez pour lui reprocher de ne pas les reconnaître, en faisant de l'exclusion une garantie de scientificité ou encore la contestation de la compétence des dominants qui est au centre de tout mouvement hérétique, voire la contestation du monopole du sacrement, et qui doit d'autant moins s'armer d'arguments scientifiques que le capital scientifique accumulé est plus faible, etc. Quant aux dominants, inclinés à admettre que l'ordre scientifique dans lequel sont placés tous leurs investissements au sens de l'économie et de la psychanalyse, et dont ils sont en mesure de s'approprier les profits et le devoir être réalisé, ils sont logiquement portés à adhérer à la philosophie spontanée de la science, qui trouve son expression dans la tradition positiviste, forme de l'optimisme libéral, qui veut que la science progresse par la forme intrinsèque de l'idée vraie et que les plus puissants soient aussi, par définition, les plus compétents. Il suffit de penser à des états anciens du champ des sciences de la nature ou à l'état actuel du champ des sciences sociales, pour apercevoir la fonction idéologique de sociodicée de cette philosophie de la science qui, en donnant l'idéal pour réaliser, exclut la question des conditions sociales de réalisation de l'idéal. En posant que la sociologie de la science elle-même fonctionne selon les lois de fonctionnement de tout champ scientifique qu'établit la sociologie de la science ne se condamne nullement au relativisme. En effet, une sociologie scientifique de la science, et la sociologie scientifique qu'elle contribue à rendre possible, ne peut se constituer qu'à condition d'apercevoir clairement qu'aux différentes positions dans le champ scientifique sont associées des représentations de la science, stratégies idéologiques déguisées en prise de position épistémologique, par lesquelles les occupants d'une position déterminée visent à justifier leur propre position
et les stratégies qu'ils mettent en œuvre pour la maintenir ou l'améliorer, en même temps qu'à discréditer les tenants de la position opposée et leurs stratégies. Chaque sociologue est bon sociologue de ses concurrents, la sociologie de la connaissance ou de la science n'étant que la forme la plus irréprochable des stratégies de disqualification de l'adversaire, aussi longtemps qu'elle prend pour objet les adversaires et leurs stratégies, et non le système complet des stratégies, c'est-à-dire le champ des positions à partir duquel elles s'engendrent. Sur la nécessité de construire comme tel le champ intellectuel pour rendre possible une sociologie des intellectuels qui soit autre chose qu'un échange d'injures et d'anathèmes entre intellectuels de droite et intellectuels de gauche, entre guillemets, voire Paul Bourdieu, les fractions de la classe dominante et les modes d'appropriation de l'œuvre d'art, publié dans Informations sur les sciences sociales en 1974. La sociologie de la science n'est si difficile que parce que le sociologue a des enjeux dans le jeu qu'il prétend décrire, soit premièrement la scientificité de la sociologie et deuxièmement la scientificité de la forme de la sociologie qu'il pratique, et qu'il ne peut objectiver ces enjeux et les stratégies correspondantes qu'à condition de prendre pour objet non les seules stratégies de ses adversaires scientifiques, mais le jeu en tant que tel, qui commande aussi ses propres stratégies, menaçant de gouverner souterrainement sa sociologie, et sa sociologie de la sociologie. Article lu par Adrien Plaine en novembre 2020.